Bonjour à tous. Alors, s'il fallait présenter Carlo Ginzburg, je dirais que ce qui manifeste peut-être le mieux l'importance de son travail est le fait que chacun de ses lecteurs, historiens ou non, se souvient des circonstances ou des effets de la lecture des livres de Carlo. Et le présenter, dans un sens, pour moi, sera de faire venir à la mémoire le souvenir de ces rencontres. Alors, à la différence d'autrefois, cette présentation aura un caractère un peu plus personnel ou subjectif, mais je ne crois pas qu'elle soit strictement individuelle. Je pense que, comme beaucoup de collègues qui sont ici présents et de lecteurs, ils se retrouveront dans ces propos. Je veux dire que la première rencontre, la première circonstance de cette immédiateté et intimité avec le travail a été liée à la traduction en 1976 de deux livres, la même année, Les batailles nocturnes, Le fromage et les vers. Le fromage et les vers était un livre récent, publié l'année précédente. Les batailles nocturnes, I Benandanti, un livre plus ancien, publié 10 années auparavant. Et ces deux livres ont été l'objet de lecture attentive, de discussions importantes dans le cadre de séminaires. Je me souviens de séminaires avec Jacques Revel, des échanges avec Daniel Fabre. Et ces deux livres, pour lesquels j'avais écrit dans Critique en 81, un long compte-rendu, ont été pour nous, pour tout un ensemble d'historiens, des appuis essentiels, des appuis fondamentaux pour mettre en question ce qui dominait alors dans le domaine de l'histoire culturelle, c'est-à-dire une histoire culturelle sérielle, au troisième niveau, comme l'on disait. Grâce aux deux livres de Carlo Ginzburg, introduits ainsi dans la discussion ou la pratique historiographique, on a pu comprendre qu'il fallait déplacer l'attention depuis les distributions statistiques dans la direction des appropriations, depuis l'anonymat du populaire vers l'attention donnée à la singularité d'un groupe, d'une secte, d'un individu, ou encore, plus que les caractérisations globales qui dominaient alors l'historiographie, religion populaire, littérature populaire, ce qui importait était l'analyse microscopique, limitée, monographique de formes d'appropriation à l'intérieur de ces mondes sociaux. Et je crois que ça a été là la première rencontre personnelle, mais aussi très largement collective. Nous en sommes jusqu'à aujourd'hui redevables à Carlo Ginzburg. Une deuxième rencontre que je voudrais manifester était la publication de livres sur Piero della Francesca, Enquête sur Piero, qui avait été publié en italien en 81, traduit en 83. Je la mentionne parce que elle est pour moi, et je pense pour toi, liée à un souvenir qui était l'organisation du temps encore où existait une émission appelée Les Lundis de l'Histoire, d'une rencontre avec nos amis disparus, Louis Marin et Pierre Bourdieu. Troisième livre, et lui aussi, il a dû frapper beaucoup des imaginations ou des réflexions des auditeurs ici présents, Le sabbat des sorcières, traduit en 92, publié en 89, un livre au destin curieux puisque chacune de ces traductions a un titre différent. Il s'appelle en italien Storia Notturna, en anglais Ectasis et en français Le sabbat des sorcières. Il a donné lieu lui aussi à des débats, une présentation à l'École des hautes études en sciences sociales, de longs comptes rendus, et ces enjeux évidemment étaient essentiels puisqu'ils étaient d'une part comment pouvait-on associer des analyses morphologiques qui repéraient des invariants, des universaux, avec des analyses historiques qui, elles, étaient focalisées sur des trajectoires, des circulations, des empreintes, des hybridations. Et par derrière, il y avait un deuxième débat qui était l'usage que faisait Carlo Ginzburg dans ce livre de modèles scientifiques nouveaux comme ceux de la cladistique qui permettaient d'établir des homologies ou des analogies à partir de caractères formels. C'était là aussi un livre qui a donné lieu à des profondes réflexions sur cette relation entre morphologie et histoire. Dernière de ces rencontres, à propos de livres plus récents que j'ai apportés ici, Le fil et les traces, un livre traduit en 2010, ou bien encore un livre Peur, révérence, terreur,
4 essais d'iconographie politique publiés en 2013. Et on y retrouve là, et on a eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises, on y retrouve là l'interrogation permanente de Carlo Ginzburg sur les rapports entre rhétorique et preuve, ce qu'il met en avant pour détruire ce qu'il a appelé une fois la machine de guerre sceptique, qui, parce que l'histoire utilise des formes et des figures de l'écriture de la fiction, en conclut que cette histoire est elle-même fiction et produit le même type de vérité que la fiction. Dans ce livre, il y avait aussi, particulièrement dans Fil et Traces, la volonté d'inverser la perspective et de voir quels étaient les pouvoirs cognitifs que l'on peut attribuer aux fictions, et du coup, qu'est-ce que l'historien peut en faire, débordant quelquefois avec risque les limites traditionnelles de son exercice, et puis obsédante cette question sur l'articulation entre l'universalité de forme d'une part et d'autre part leur singularité dans des appropriations historiques. Aujourd'hui, vous l'avez vu, le titre des 4 conférences que donnera Carlo durant les 3 prochains lundis, ce lundi et les 2 prochains, et puisque ce sera le lundi de Pentecôte, le mardi de la dernière semaine, le titre choisi est « La longue durée, virgule, à la loupe ». Je dis virgule parce qu'il m'a dit que c'était le plus important dans le titre. Et je ne sais rien de ce que sera le contenu de ces conférences, nous n'en avons jamais parlé. J'ai pensé d'une part qu'elle pouvait peut-être, mais je serai sans doute démenti, qu'elle pouvait se lier d'abord avec cette pratique d'historien de Carlo Ginzburg qui, en articulant les micro-analyses nécessairement inscrites dans des durées courtes, avec les temps très longs des rites, des mythes, des croyances, nous ouvrait à cette perspective de lien entre une macro-anthropologie et une pratique micro-historique. J'ai pensé aussi, en reprenant le livre publié en français « À distance », 9 essais sur le point de vue en histoire, qui est un livre qui a été traduit par Pierre-Antoine Fabre en 2001 et qui avait comme origine et source un livre publié en 1998 en italien avec le beau titre de Occhiacci di Legno, les gros yeux de bois de Pinocchio, qui regarde son spectateur. J'ai pensé qu'avec ce titre-là et ce livre-là, il y avait aussi une réflexion qui avait cette dimension généalogique. Aujourd'hui, nous sommes rappelés avec Carlo Ginzburg, j'avais écrit 2 comptes rendus dessus, même livre. Un premier compte rendu sur la version italienne et qui portait en fait l'attention sur une première généalogie, qui était la généalogie de longue durée de la juste distance que l'observateur peut avoir par rapport à ce qu'il observe et les figures qui ont incarné dans la littérature le sauvage, le paysan, l'animal, cette distance, cet estrangement qui caractérisait cette recherche sur la distance, la juste distance. J'ai pensé aussi, et c'était l'objet du deuxième compte-rendu, que cette longue durée telle que la traitait Carlo Ginzburg dans ce livre-là était une longue durée qui portait l'accent, ce qui avait manqué la première lecture, sur la rupture que représentait le christianisme par rapport à la tradition juive, une rupture qui est analysée en termes des relations ou des oppositions entre l'image et l'idole dans la tradition chrétienne, et une rupture qui est analysée en termes historiques comme étant la proposition par le christianisme d'une mise à distance de l'histoire, ce qui permet d'y localiser et d'y loger un discours prophétique ou un discours du dépassement. Sont cela les longues distances ou que les longues durées dont va parler Carlo Ginzburg durant ces 4 conférences? Je ne le sais pas, mais je l'apprendrai en même temps que vous. Merci Roger, merci. Être ici est pour moi à la fois une joie et un honneur. Je suis très profondément reconnaissant à Roger Chartier de m'avoir invité. Durant ces 4 leçons, je vais présenter un parcours de recherche tortueux, mais qui ne devrait manquer ni de logique interne,
c'est du moins ce que j'espère, ni des surprises que je me garde bien de dévoiler à l'avance. Le titre, délibérément elliptique, indique seulement les points de départ de ma trajectoire, l'essai célèbre de Fernand Braudel sur la longue durée. Depuis sa première publication dans les Annales en 1958, l'essai a eu un écho profond qui ne s'est jamais démenti jusqu'à aujourd'hui. L'atteste, entre autres témoignages, un livre récent qui a fait quelques bruits, The History Manifesto. J'en reparlerai plus loin. Les deux auteurs, Joe Gouldy et David Armitage, reviennent à plusieurs reprises sur la longue durée, une expression qu'ils associent à Braudel, comme il va de soi, et qu'ils se gardent bien de traduire, à l'instar d'autres chercheurs de langue anglaise. L'usage sporadique de long term, une expression qui pourrait sembler équivalente, ne l'a pas emporté, là où la référence à Braudel était explicite ou implicite. Et c'est, à mon avis, à juste titre. À la différence de durée de ou de longue durée de, expressions qui reviennent dans la langue quotidienne, mais aussi dans les langues du droit, de la médecine et de l'économie, durée, employée en un sens absolu, a une tonalité bersonienne qui est, à proprement parler, intraduisible. Gérard Noiriel l'a souligné dans un essai important, précis et polémique à propos de la préface de la Méditerranée. Et je cite, « Braudel baigne dans la vision du temps qui est à la mode à son époque, inspirée par Henri Bergson. » Fin de la citation. Il s'agit d'une observation que je vais essayer d'approfondir. Voyons avant tout la manière dont le terme de durée se trouve introduit dans l'essai de Braudel. Et je cite, « Les autres sciences sociales », l'essai, on se souviendra, s'intitule précisément « Histoire et sciences sociales », ont tendance à méconnaître un aspect de la réalité sociale dont l'histoire est bonne servante, sinon toujours bonne vendeuse. Cette durée sociale, ce temps multiple et contradictoire de la vie des hommes, qui ne sont pas seulement la substance du passé, mais aussi l'étoffe de la vie sociale actuelle. Fin de la citation. Ainsi, pour Braudel, le dialogue entre histoire et sciences sociales doit s'articuler sur la notion de durée sociale, qui est synonyme de temps multiple, qui caractérise aussi bien le passé que le présent. Il continue ainsi, et je cite, « Raison de plus pour signaler avec force dans le débat qui s'instaure entre toutes les sciences de l'homme l'importance, l'utilité de l'histoire, ou plutôt de la dialectique de la durée, telle qu'elle se dégage du métier de l'observation répétée de l'historien. » Fin de la citation. La précision qui identifie l'histoire avec la dialectique de la durée est importante. La référence à la dialectique de la durée, le livre paru en 1936 et republié plusieurs fois à la suite, dans lequel Gaston Bachelard discutait les thèses de Bergson, est ici implicite. Elle devient cependant explicite, comme on va le voir, à la fin de l'essai. Quoi qu'il en soit, tout de suite, après les passages que je viens de citer, Braudel évoque directement un autre livre de Bachelard, paru en 1932, L'intuition de l'instant. Et je cite, « Rien n'étant plus important, d'après nous, au centre de la réalité sociale, que cette opposition vive, intime, répétée indéfiniment entre l'instant et le temps lent à s'écouler. » Fin de la citation. L'intuition de l'instant est une réponse à Siloé, un livre de Gaston Roupnel, qui n'était pas seulement un grand ami de Bachelard, mais aussi son collègue à l'université de Dijon. Nous nous approchons ici du contexte dans lequel se sont développées
les réflexions de Braudel sur le temps et ses articulations. Braudel a souligné à de nombreuses reprises la dette intellectuelle qu'il avait contractée à l'égard de Roupnel. Par exemple, dans la préface de la Méditerranée, datée de mai 1946, dans une page qui présentait les 3 grandes articulations de l'œuvre. Je cite. La première met en cause une histoire quasi immobile, celle de l'homme dans ses rapports avec les milieux qui l'entourent. Une histoire lente à couler et à se transformer, faite bien souvent de retours constants, des cycles sans cesse recommencés. Au-dessus de cette histoire immobile, une histoire lentement rythmée, l'histoire structurale de Gaston Roupnel, on dirait volontiers, si l'expression n'avait été détournée de son sens plein, une histoire sociale, celle des groupes et des groupements. Fin de la citation. Gérard Noiriel a souligné que dans l'extrait de la préface à la Méditerranée que Braudel inséra au début de ses écrits sur l'histoire, le nom de Roupnel a disparu. Mais Noiriel a donné trop de poids à cette autocensure. 3 années plus tard, dans ses réflexions autobiographiques intitulées « Ma formation d'historien », qui avait d'abord paru dans le Journal of Modern History en 1972, Braudel écrit, et je cite, « Comme Gaston Roupnel, l'historien de campagne bourguignonne, comme Lucien Febvre, avant tout un homme de Franche-Comté, j'ai été à l'avance et je reste un historien des souches paysannes. » Fin de la citation. Roupnel à côté de Febvre, et plus encore, Roupnel avant Febvre. 2 figures aux connotations paternelles peut-être. Le premier était né en 1871, le second en 1878, que Braudel évoque pour souligner ses propres liens, en partie réels, en partie imaginaires, avec la terre. Il s'agit d'une évocation lourde de sens. Ses racines doivent être cherchées dans Histoire et destin, le livre que Gaston Roupnel publia en 1943 et que Braudel recensa l'année successive dans le mélange d'histoire sociale dirigé par Lucien Febvre. Tout ceci est bien connu des chercheurs, mais tout n'est pas dit sur ces points. Gaston Roupnel, 1871-1946, auteur des livres d'histoire, de romans, d'un livre de philosophie, Siloé déjà cité, viticulteur et professeur, dans les lycées d'abord, puis à l'université de Dijon, fut toute sa vie une figure à la fois connue et marginale, confinée dans une dimension régionale, la Bourgogne. Tombé dans l'oubli après sa mort pendant des décennies, il a récemment été redécouvert à travers des écrits aux tonalités souvent géographiques qui ont suscité d'âpres polémiques. Le regard rétrospectif qui présente Roupnel comme les prophètes d'un écologisme chrétien se heurte à une lecture contextuelle qui souligne l'utilisation des écrits de Roupnel, et en particulier d'Histoire et Destin, par la presse de Vichy. Il semble aujourd'hui difficile de décider si Roupnel fut conscient ou non de cette utilisation. Mais qu'est-ce que Braudel a bien pu trouver la première fois qu'il a lu ses livres, alors qu'il était emprisonné dans le Hoflag de Lübeck, et puis dans les lectures ultérieures? Des fragments des lettres de Febvre, publiés par Pierre Dex, il résulte que le 12 novembre 1943, Braudel rêvait de lire Histoire et Destin. Peut-être parce qu'il connaissait déjà les livres de Roupnel sur la campagne française. Quelques mois plus tard, Braudel fit parvenir à Febvre la recension de Histoire et Destin, ensuite publiée dans le Mélange. En juin 1944, Febvre répondit par des paroles tranchantes qu'il vaut la peine de citer. Et je cite. « Oui, vous vous êtes emballé sur Roupnel, faux grand homme des provinces. Lui avez prêté vos richesses et, comme toujours,
vous êtes lu vous-même en lisant son texte. C'est un pleurard qui veut s'élever à la métaphysique. Où il excelle, c'est quand il parle de la terre bourguignonne. Alors oui, avait reçu le livre dédicacé et décidé de n'en pas rendre compte. Votre article est intéressant et vivant. Soyez sans crainte, il n'y a qu'à adoucir quelques expressions. Fin de la citation. Cette lettre a des antécédents. En 1934, Fèvre avait salué l'histoire de la campagne française des Roupnel d'une recension dans les annales au ton très positif, suscitant ainsi une réaction très dure de la part de Marc Bloch. Je cite, c'est Bloch. Il y a une atroce littérature des journaux de province, beaucoup de phrases sur la préhistoire notamment, et quelles phrases! Là où il faudrait des faits un odieux remplissage, une larme à l'œil qui n'est pas moins odieuse. Fin de la citation. Une citation tirée du chapitre « Les origines du livre des Roupnel », réimprimée, il faut le rappeler, en 1974, avec une postface qui rassemblait des commentaires élogieux de plusieurs historiens bien connus, nous donne une idée des phrases auxquelles faisait allusion Marc Bloch. Et je cite, ça c'est Roupnel. C'est au début de l'âge néolithique que commencent à apparaître dans notre pays les hommes nouveaux qui atterrent l'élaboration d'une nouvelle civilisation. Ces hommes nouveaux de type brachycéphale n'apparaissent pas en masse compacte ni en bande désordonnée. Et c'est bien en effet sous les apparences d'une lente et pacifique émigration individuelle qu'il faut nous représenter l'établissement en Europe occidentale des ancêtres dans les crânes larges desquels méditaient déjà tous les génies de la race blanche. Fin de la citation. Près de 10 ans plus tard, Fèvre reprenait, sans s'en rendre compte peut-être, les saillies féroces de Bloch. Faux grand homme de province, c'est un pleurard. Que s'est-il passé? Certes, Histoire et Destin était un livre différent de l'histoire de la campagne française, mais surtout, c'était le contexte qui était différent. Pierre Dex, en publiant les passages de la lettre à Brodel, observait, non sans quelques raisons sans doute, que l'irritation de Fèvre naissait probablement de la consonance entre les retours à la terre appelés de ses voeux par Roupnel et les thèmes de la Révolution nationale de Vichy. On peut imaginer que Fèvre, qui avait tendance à intervenir sur les textes envoyés à la revue qu'il dirigeait, aura atténué quelques éloges formulés par Brodel. Telle que nous la lisons dans les pages de mélange d'histoire sociale publiées en 1944, la recension est chaleureuse, mais elle n'est pas exempte de critiques. Elle fait comprendre, a écrit Gérard Noiriel, que l'idée brodelienne d'une histoire profonde avait été anticipée par Roupnel. Mais qui lit Histoire et Destin, et en particulier les chapitres Histoire structurale rappelés par Brodel dans sa préface de 1946 à la Méditerranée, tombera sur autre chose encore. Écoutons donc Roupnel, et je cite. L'histoire historisante est la couche mince dont est recouvert le passé. Sous elle se dissimule la réalité profonde et les gestes musclés de l'histoire, avec un H, grand H. Cette réalité ne se livre qu'aux clairvoyances réfléchies qui ne satisfont pas de l'événement sensationnel ou de la dramatique péripétie, mais qui, sous les aspects qui passent, cherchent des choses qui changent à peine, des forces qui demeurent, des faits si lentement déroulés sur la durée qu'ils ensemblent les actes d'une vie sans âge et sans histoire. Sans être complètement indépendants des contingences, ces faits historiques, longuement historiques, résultent d'actions assez multiples et d'élaborations assez lentes pour les affranchir en partie de la circonstance et de l'individu. Ce sont des faits des structures. Fin de la citation. Ainsi,
La polémique de Roupnel contre l'histoire historisante appelle une métaphore stratigraphique, l'histoire profonde sous l'histoire superficielle, ancrée sur l'événement sensationnel. Une histoire profonde qui a l'air si lente qu'elle semble immobile. Cette perspective est dominée par la durée, avec un grand 2, par l'espace, ces deux mots sont écrits avec leur majuscule. Roupnel, encore, et je cite, « Rien d'humain n'est grand, en effet, qui ne participe de la durée et ne s'incorpore à l'espace. C'est par la durée surtout que l'individuel et le périssable se dépassent. Plus encore que sur les inertes étendues de l'espace, c'est sur ces domaines de la durée où circulent les âges et se renouvellent les jours, c'est là que se meut et nous entraîne notre histoire. C'est là que nous réalisons notre vraie fortune de l'être. C'est par là que nous participons d'un ordre plus haut qui lui-même tend au fin qu'il les grandisse sans cesse, comme s'il en devait devenir quelque chose d'éternel. L'événement historique qui passe est la forme superficielle de la vie historique. L'acte qui dure, les phénomènes lents en est la manifestation profonde. Fin de la citation. Et Roupnel de conclure en ces termes, je cite, « Les faits historiques peuvent ainsi se classer en une hiérarchie à triple degré. À chacun de ces 3 degrés qui correspondent à des différences dans l'intensité, la propagation et la durée, s'affirme toujours davantage une influence fondamentale. Les faits les plus tumultueux sont les plus superficiels. Les plus énergiques sont les plus lents et les plus enfouis. Mais les uns et les autres, une structure les unit, une charpente les assemble. Et les grands événements participent de toute la puissance et de tous les plans de la construction. Et on ne remonte à leur réelle origine qu'en remontant tous les étages. » Fin de la citation. Je vous prie de m'excuser pour la longueur de ces citations qui m'ont semblé nécessaires. Leur timbre brodélien, je pense surtout à la dernière, n'aura échappé à aucune et aucun d'entre vous. La question devient inévitable. Brodel a-t-il trouvé l'idée de l'histoire à 3 niveaux sur laquelle est construite la Méditerranée dans le livre de Roupnel, Histoire et destin? La réponse à cette question est non, pour une raison simple. Le 26 octobre 1941, 2 ans avant la publication d'Histoire et destin, Brodel écrivait à Fèvre pour le mettre au courant des derniers développements de son propre travail. Et je cite, « Vous expédie demain 9 cahiers, seconde partie de mon livre de 1550 à 1600. Les grands problèmes, simple carcasse. 3e partie déjà écrite, les événements et les hommes de 1550 à 1600. Tout cela au prix gros et fort. Que pensez-vous du découpage en 3 sections, histoire permanente, géographie, histoire profonde, histoire événementielle? » Fin de la citation. Après avoir cité ces fragments de la lettre, Pierre Daix formule les commentaires suivants. Je cite, « Aucun doute, à ces moments, le grand pas conceptuel est accompli. Le découpage est à présent fondé sur le repérage des 3 niveaux globaux d'histoire, même si les modalités du déroulement du temps sont encore dans le flou. » Fin de la citation. Cela ne fait aucun doute. Brodel est arrivé à l'idée de construire sa thèse sur 3 niveaux avant d'avoir lu Histoire et destin. Le livre de Roupnel l'aura conforté dans les idées auxquelles il était arrivé difficilement après des années de travail dans les archives de la Méditerranée. Et pourtant, Brodel aura appris quelque chose, précisément à propos des modalités du déroulement du temps dont parle Pierre Daix. Mais cet apprentissage a été lent. Le mot « durée », avec ou sans majuscule, qui apparaît avec le relief que l'on sait dans Histoire et destin, ne figure pas encore, comme on a pu le noter,
dans la préface de 1946 à la Méditerranée. Pour que la durée s'imposât à l'esprit de Braudel comme thème central des réflexions, il fallait encore une autre décennie. Dans la recension à Histoire et Destin parue dans Les Mélanges, Braudel prend ses distances par rapport au langage verbeux, encombré des tonalités mystiques, qui affleurent sans relâche jusqu'à l'emporter à la fin du livre. Mais la fascination que Roupnel a exercée sur Braudel ne saurait se discuter. Lui avez prêté vos richesses et comme toujours, vous êtes lu vous-même en lisant son texte. Quand Fèvre écrivait ces formules, ni lui, ni Braudel ne se rendirent compte de combien elles étaient vraies. Mais comment expliquer la convergence entre les réflexions de Roupnel et celles de Braudel? Je n'ai pas, pour le moment, de réponse à cette question. Je peux seulement essayer de comprendre pourquoi Braudel n'a pas saisi immédiatement la richesse potentielle de la notion de durée. Braudel utilise les termes en 1953, peut-être pour la première fois, dans un essai consacré aux écrits de Georges Gurvitch. Bien que les tons soient très critiques, on aperçoit par moments un terrain potentiellement partagé. Gurvitch souligne que la société n'est pas unilinéaire. Braudel lui fait remarquer que l'histoire ne l'est pas davantage. Et je cite, « Ce que j'ai essayé, pour mon compte, de dire et d'appréhender en parlant d'histoire semi-mobile, d'histoire lente, d'histoire événementielle, ou mieux de surface. Ce qui traduit, moins que des géométries dans l'espace, les soucis des mouvements de durées différentes. De même, les économistes parlent de mouvements saisonniers, du court terme et du long terme. » Fin de la citation. Dans ces lignes, se trouve le germe de l'essai de 1958 sur la longue durée. Ici, comme je l'ai déjà dit, le terme durée est d'abord articulé à l'histoire à travers un renvoi implicite, l'utilité de l'histoire, ou plutôt de la dialectique de la durée, à la dialectique de la durée de Gaston Bachelard. Vers la fin de l'essai, le même livre réapparaît, mentionné explicitement, mais dans un contexte complètement différent, qui reconduit aux sociologues qui, je cite, sont beaucoup plus proches de la dialectique de la durée telle que la présente Gaston Bachelard. Fin de la citation. Et c'est alors qu'émerge une différence quant à la manière dont les historiens et les sociologues conçoivent le temps. Ce désaccord, observe Braudel, est plus profond qu'il n'y paraît. Le temps des sociologues n'est peut-être le nôtre. La structure profonde de notre métier y répugne. Notre temps est mesure, comme celui des économistes. Fin de la citation. Il s'agit d'un passage révélateur. Derrière l'ambiguïté de Braudel à l'égard de la dialectique de la durée de Bachelard, annexée d'abord à l'histoire, puis à la sociologie, on peut percevoir une ambiguïté plus profonde qui concerne la notion même des durées, trop connotée par la dimension subjective du temps vécu, bien différent du temps objectif et mesurable que Braudel identifie avec les temps historiques. Cette insistance sur les temps objectifs et mesurables, en elle-même évidente, est une nouveauté pour Braudel. Mais cela n'autorise pas, à mon avis, à parler, comme le fait Noiriel, d'une, je cite, rupture radicale dans la façon d'envisager le temps, fin de la citation, qui caractériserait l'essai de 1958. Il faudra remarquer aussi la résurgence du langage et de la rhétorique d'Histoire et Destin, la durée, l'histoire structurale, la polémique contre les historiens qui considèrent uniquement la couche mince dont est recouvert le passé, l'événement sensationnel. Et pourtant, le contexte au sein duquel Braudel évolue en 1958 est complètement différent. À coup sûr, la structure de Roupnel n'est pas la structure de Lévi-Strauss.
et l'insistance de Braudel sur la longue durée ne trouvera d'écho que dans les milieux des historiens. Et c'est ainsi aux historiens qu'il est demandé de s'arranger avec la tension entre temps vécu et temps mesurable qu'on trouve au centre de l'héritage intellectuel de Braudel. C'est ce qu'a noté avec beaucoup de lucidité Maurice Aymar, disciple et collaborateur des plus proches de Braudel, ainsi que connaisseur profond de son œuvre. La longue durée, a écrit Aymar, et je cite, ne s'oppose à l'événement que dans la mesure où celui-ci est identifié couramment avec l'exceptionnel, ce qui n'arrive qu'une fois. Elle est constituée des petits faits et des gestes régulièrement répétés, sans y penser, comme allant de soi. Elle est tissée des régularités silencieuses, un silence que le rôle de l'histoire est précisément d'expliciter et de faire parler. Pourtant, même si elle est faite de régularités et de répétitions qui peuvent apparaître presque à l'identique, elle est à la fois construction, sédimentation et changement. Fin de la citation. Cette dimension du vécu, faite de macro-répétitions et de micro-changements, indique la difficulté principale suscitée par l'essai de Braudel. L'insistance sur l'importance de la longue durée, désormais bien établie, n'était pas accompagnée d'une réflexion sur les processus qui la rendent possible. Maurice Aymar le signale d'une manière discrète mais ferme quand il réfléchit sur la longue durée et sur son futur. Et je cite, c'est Aymar, « La question centrale concerne moins la longue durée elle-même que ce mécanisme de fonctionnement, qui sont ceux de la répétition par les individus, mais aussi par les groupes et les institutions, des gestes, des comportements, des façons de penser et des décisions qui tendent à ne s'écarter que peu de la règle, et donc à la confirmer, quitte à l'interpréter et à l'infléchir à la marge. » Fin de la citation. C'est pourquoi, concluait Aymar, des réponses avancées par Braudel dans son essai, je cite, « malgré leur fécondité et leur impact sur la recherche ultérieure, nous percevons mieux aujourd'hui les inévitables limites. » Fin de la citation. Chercher d'autres réponses, certes, mais dans quelle direction? Braudel était bien conscient qu'il s'était engagé sur une route que d'autres avant lui avaient parcourue. Il suffira d'un seul nom, celui de Marx. Je cite, c'est Braudel, « Le secret de son pouvoir prolongé tient à ce qu'il a été le premier à fabriquer de vrais modèles sociaux et à partir de la longue durée historique. » Fin de la citation. Parmi les précédents plus proches de Braudel, Aymar a rappelé l'attention portée par Marc Bloch aux continuités longues, attestées par son essai sur les fausses nouvelles de la guerre et par les pages consacrées aux open fields dans le caractère originaux de l'histoire rurale française. Mais, à mon avis, et c'est ce que je vais entreprendre de démontrer, l'exemple le plus fécond pour qui voudrait approfondir le thème de la longue durée est offert par un autre essai de Bloch, l'essai à juste titre fameux, intitulé « Avènement et conquête du moulin à eau », paru dans les Annales d'histoire économique et sociale en 1935. J'en cite les débuts. Je cite, c'est Bloch. « Au moment où les premières roues des moulins commencèrent à battre le fil des rivières, l'art de moudre les céréales avait déjà, en Europe et dans les civilisations méditerranéennes, un passé beaucoup plus que millénaire. » Fin de la citation. Le thème de l'essai, à savoir la manière dont le moulin à eau l'a emporté sur les moulins mus par des hommes, par des chevaux ou des ânes, s'inscrit donc dans une perspective de longue durée. Il s'agit d'une histoire que Bloch reconstruit en croisant des documents hétérogènes, des épigrammes de l'anthologie palatine à Suétone, des capitulaires carolingiens, à la chronique de Saint-Alban
une petite bourgade de Hertfordshire, écrite à la fin du XIVe siècle. Il n'est pas jusqu'à la géographie des Bloch qui soit des plus variées. La plus ancienne information datée sur un moulin à eau concerne un palais construit par Mithridate à Kabir dans les ponts. Nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ. D'autres témoignages confirment la diffusion des moulins à eau sur les rives de la Méditerranée dans la période qui suivit immédiatement. Et je cite, c'est Bloch encore une fois. Vers les débuts de l'ère chrétienne, les civilisations gréco-romaines, grandes mangeuses de farine, disposaient donc, pour produire cet aliment fondamental, d'un instrument déjà remarquablement perfectionné. La première machine, en somme, dont l'utilisation sembla capable de rendre plus aisée la vie d'innombrables foules humaines. L'étonnant, c'est que, l'ayant en main, elles aient tant tardé à en généraliser l'emploi. Fin de la citation. Comment interpréter ce retard? Bloch souligne les implications d'un passage de Suétone extrait de la vie de Vespasien. Et je cite, « Un mécanicien promettait de transporter à peu de frais au Capitole des colonnes immenses. Il, Vespasien, lui offrit une forte somme pour son devis, mais il ne le mit pas à exécution. Permettez-moi, lui dit-il, de nourrir le pauvre peuple. » Fin de la citation. L'abondance de main-d'œuvre à bon marché, y compris les esclaves, explique pourquoi les moulins à eau ne s'est affirmé en Europe qu'au Moyen-Âge. C'est cet écart temporel, fait remarquer Bloch, qui rend le cas du moulin à eau si éminemment instructif. Et je cite, « L'invention était née peut-être d'un éclair de génie individuel. Les progrès effectifs qui fut d'utiliser l'idée ne s'opéra que sous la pression des forces sociales. C'est parce que ces deux étapes y apparaissent si nettement tranchées que l'histoire du moulin à eau prend, au regard de l'évolution générale des techniques, toute la valeur d'une expérience spontanée. Elle grossit des traits presque universels. » Fin de la citation. L'anomalie du cas permet sa généralisation. Ce paradoxe n'est qu'apparent. Mais voyons d'abord ce que signifie dans ce contexte l'expression « expérience spontanée ». Dans un essai publié dans la Revue historique en 1934, une année avant l'essai sur les moulins à eau, Bloch discuta plusieurs écrits de François Simeon, parmi lesquels les fluctuations économiques à longue période et la crise mondiale, 1932. L'essai de Bloch s'intitulait justement « Les salaires et les fluctuations économiques à longue période ». Dans cet essai, Bloch s'était arrêté sur un problème de méthode destiné à revenir dans son écrit posthume « Apologie de l'histoire ou métier d'historien ». Bloch écrit, je cite, « À la base même de la méthode de M. Simeon se place la notion d'expérience, empruntée aux sciences de la nature, mais pliée aux conditions propres aux sciences de l'homme. Entre le désordre des connaissances, ce qui attire d'abord les yeux, c'est leur contraste, frappant à souhait. Le physicien, les biologistes même, dans leur laboratoire, reproduisent à leur gré les phénomènes et en font jouer les facteurs. Les sociologues, l'historien, je suis de ceux qui, entre ces deux noms, ne voient nul abîme, sont par contre presque toujours sans action sur l'objet de leur étude. En un mot, l'expérimentation leur est fermée. Non, au sens exact du mot, l'expérience. Fin de la citation. Ici, Bloch ajoute une note de bas de page. Je cite, « Je dois avertir que M. Simeon n'est pas responsable de cette distinction. Il ne sépare pas, dans son vocabulaire, expérimentation et expérience. Je la hasarde cependant parce qu'elle me paraît exprimer assez commodément un contraste sur lequel tout le monde s'accorde. » Fin de la citation. Et pourtant, Simeon, s'il ne fait pas la distinction entre les deux termes, parle en certains points
d'expérience naturelle ou spontanée, dans un sens qui n'est pas distinct de celui de Bloch. Par exemple, quand Bloch compare implicitement l'historien et le sociologue au médecin qui considère volontiers la maladie qu'il n'a point provoquée comme une expérience naturelle. Je me demande si, en écrivant ces mots, Bloch n'avait pas pensé au rapport entre les fausses nouvelles de la guerre, une expérience qu'il avait vécue mais non pas provoquée, et Les Rois thaumaturges, 1924, un livre consacré à une fausse nouvelle gigantesque. Aux yeux de Bloch, comme on a pu le dire, le cas du moulin à eau se configure précisément comme une expérience spontanée ou naturelle, observée mais non provoquée. C'est un cas qui fait émerger de traits presque universels, non pas bien qu'il soit anormal, mais justement parce qu'il est anormal. Ici, je suis conduit de manière irrésistible à lire la stratégie de Bloch à travers l'oxymore exceptionnel normal, eccezionale normale, formulé par Edoardo Grendi, l'historien qui a apporté une contribution fondamentale au projet de la microhistoire. D'un côté, soutient Bloch, la disjonction entre invention et réception s'observe rarement avec cette netteté qu'on rencontre dans le cas du moulin à eau. Mais grâce à cette disjonction anomale, comparable à une expérience provoquée en laboratoire, affleure la norme. Les progrès technologiques ne s'imposent pas tout seuls, tant il est vrai que dans certaines conditions, le contexte social peut le bloquer. C'est ce qui est arrivé vraisemblablement dans le cas du moulin à eau dans le monde grec et romain. L'invention s'impose lentement pendant le Moyen Âge, à travers des luttes et des conflits, dominés par la tentative seigneuriale d'imposer les monopoles sur les moulins. Entre le Xe et le XIe siècle, l'affirmation des moulins à eau est un fait achevé. Je cite, « Voit-on par grand hasard, dans un accord de 1207, les moines de Jumièges faire briser ce qui pouvait subsister de meules à main sur la terre de Viville ?» Mais il s'agit, commente Bloch, d'un témoignage lié à un territoire marginal qui était parvenu jusque-là à se soustraire aux mailles des droits banaux, à savoir liés au ban seigneurial. L'expérience permet donc de décomposer de manière analytique les parallélogrammes des forces en conflit, ouverts ou occultes, à savoir la norme du progrès technologique. Résumons à quelques années de distance les conclusions de son propre essai sur les moulins à eau, Bloch pouvait écrire, et je cite, en un mot, une invention très ancienne et qui, dès l'origine, avait presque atteint son plus haut point de perfectionnement, n'assura en fin de compte ses conquêtes que par l'action successive des facteurs fort étrangers à ses vertus intrinsèques. La défaite d'un empire, l'Empire romain, une croyance, la victoire du christianisme qui interdisait qu'on réduise les fidèles en esclavage, une structure nouvelle des pouvoirs de commandement, la seigneurie des villages. Fin de la citation. Sur les traces de Bloch, j'ai souligné les potentialités renfermées dans la discontinuité historique entre invention et affirmation du moulin à eau. Arrivé à ce point, cependant, il est nécessaire de formuler une distinction. Dans le cours de mes recherches, j'ai découvert, puissance de Google, l'essai d'un chercheur brésilien, André Fabiano Voigt, sur les débats qui mit aux prises Fernand Braudel, Gaston Bachelard, Gaston Roupnel et Georges Gurvitch sur le thème de la discontinuité temporelle. Voigt, qui déclare de s'inspirer de Foucault, examine la dichotomie continuité-discontinuité au niveau ontologique. Mais à ces niveaux-là, les deux extrémités de l'alternative, rien ne change, tout change, n'ont pas grand-chose à dire aux historiens. Ces derniers apprennent bien plus des récits véritables ou imaginaires fondés sur l'accélération ou les ralentissements
du flux temporel. Condenser l'histoire humaine en 2 vers, comme le fait Raymond Queneau dans sa petite cosmogonie portative, le singe ou son cousin, le singe devint homme, lequel un peu plus tard désagrégea l'atome, a un effet de mise à distance salutaire, semblable, comme on a pu le noter, à celui qui s'impose à nous de manière indépendante dans le célèbre début du film de Kubrick 2001, L'Odyssée de l'espace. L'eau lancée dans l'espace, qui devient astronaute. Or, nous sommes soumis à une mise à distance presque analogue dans la mise en récit au ralenti du coup d'État avorté en Espagne du 23 février, proposé par Javier Cercas dans Anatomie d'un instant. Un poème, un film, un livre d'histoire sui generis écrit par un romancier. Je ne voudrais pas être mal compris. Rien n'est plus éloigné de moi que de souscrire aux thèses néo-sceptiques selon lesquelles il serait impossible de tracer une limite rigoureuse entre les récits de fiction et les récits historiques. Contre ces thèses, que je combats depuis des années, j'ai soutenu que dans notre tradition culturelle, le rapport entre récits fictifs et récits historiques a été caractérisé par une compétition incessante, faite de luttes et d'échanges, dont l'enjeu était et reste la représentation de la réalité. Une compétition qui a eu recours à toutes sortes d'instruments, à commencer par la fiction. Mais le passage du terrain de l'ontologie à celui du récit, de l'histoire à l'historiographie au moins possible, me permettra d'affronter le thème de la continuité-discontinuité sur le terrain qui me semble le plus prometteur, le terrain de l'épistémologie. Telle était la perspective dans laquelle Bloch présenta les moulins à eau comme un cas privilégié de l'expérience historique. Son essai a suscité un écho profond, quand bien même des recherches plus récentes tendraient à prolonger la présence du moulin à eau dans le monde de l'Antiquité tardive. Un écho des réflexions de Bloch, reprises dans le métier d'historien, se trouve dans une saillie polémique de Brodel dirigée contre Gurvitch. Je cite, « Il néglige trop l'histoire, cet incessant écoulement de réalités sociales, l'histoire science du temps, je veux dire du temps qui coule sous nos yeux, comme du temps en mouvement d'hier. L'histoire, vaste expérience, à demi-expérimentation, à condition de connaître ses multiples recours. » Fin de la citation. Et pourtant, quand Brodel insiste sur la longue durée comme continuité, il la considère comme un phénomène qui va de soi. Il ne se pose pas, par conséquent, dans une perspective expérimentale. Bloch, dans son essai sur les moulins à eau, avait procédé de manière très différente, sinon opposée. Il avait fait fond sur la discontinuité des témoignages pour se demander quelle force avait pu interrompre la continuité et quelle force avait pu la faire émerger à nouveau. C'est sans aucun doute Brodel qui a attiré l'attention de la communauté internationale des historiens sur le thème de la longue durée. Mais pour qui voudrait aujourd'hui procéder dans l'analyse de la longue durée, le modèle proposé par l'essai de Bloch sur les moulins à eau apparaît bien plus fécond parce que véritablement expérimental. Modèle. Mais en quel sens ? Un modèle implique une abstraction qui, dans ce cas, dépasserait non seulement les thèmes spécifiques traités par Bloch, mais aussi le cadre de l'histoire des technologies dans lequel il s'inscrit. Le modèle, la maquette à laquelle je pense, se fonde sur 2 éléments que j'ai déjà mentionnés, mais qu'il convient de souligner une nouvelle fois. A. L'écart chronologique entre invention et réception. B. L'usage d'un cas pour jeter de la lumière sur des processus de longue durée. On pourrait m'objecter que le deuxième point, se servir d'un cas pour éclairer des processus de longue durée, n'a rien d'évident. The History Manifesto de Gouldy et Armitage, les livres tout récents que j'ai mentionnés au début de cette conférence,
ne se contente pas de présenter la longue durée comme un instrument pour sortir de la crise, que cette dernière soit vraie ou supposée de l'historiographie, mais comme un remède à tous les maux qui menacent le monde, de la croissance des inégalités économiques à la pollution du milieu. L'ennemi qu'il faut battre, soutiennent Gouldy et Armitage, ce sont les perspectives à brève échéance qui dominent depuis des décennies. Et parmi ces perspectives, il mentionne, comme un exemple extrême, la micro-histoire, et en particulier la micro-histoire anglophone. Mais ils reconnaissent que la micro-histoire pratiquée en Italie offre une perspective différente, qui n'est pas incompatible avec la longue durée, et renvoie à un de mes livres, Storia notturna, Histoire du sapin. Tout en les remerciant pour leur attention, je voudrais inviter les auteurs de History Manifesto à considérer la possibilité que la meilleure manière de repenser la longue durée soit précisément la micro-histoire, à savoir l'étude intensive à la loupe d'un cas, conçu de manière telle qu'il puisse ouvrir la voie à une généralisation plus convaincante. Cette perspective, c'est Roger Chartier qui l'a souligné, n'était d'ailleurs pas étrangère à la pensée de Fernand Braudel. Qu'une chose soit claire, je n'ai aucunement l'intention de défendre la micro-histoire en tant que telle. Comme le disait Machiavel, io non beo paesi, la provenance géographique d'un vin, l'étiquette collée sur la bouteille ne disent pas grand-chose. Derrière l'étiquette micro-histoire, on peut trouver n'importe quoi. Dans mes prochaines leçons, je ne proposerai pas une étiquette, mais un cas, ou mieux 2 cas, articulés entre eux. Ils m'ont semblé prometteurs à la lumière du premier des critères que je viens à peine de mentionner et que j'ai tiré de l'essai de Marc Bloch, l'écart notable entre invention et réception. C'est cet écart, je l'espère, qui va me permettre d'analyser, encore une fois à la loupe, ces processus qui, dans la longue période, commencent par bloquer un phénomène déterminé avant de lui permettre d'émerger à nouveau. C'est ce que nous allons voir. Merci. Merci. Je crois que Carlo est tout à fait prêt à engager un débat et à répondre à des questions. Juste pour ouvrir cette partie de discussion, 2 ou 3 remarques. La première, c'est que tu n'as pas utilisé dans l'analyse généalogique de la longue durée chez Braudel les conférences données par Braudel. Oui, alors là... Doran, juste pour signaler, il s'agit des conférences qu'il donnait lorsqu'il était dans le camp des prisonniers, au moins le premier qui était un peu moins rude que le second. Il a donné tout un ensemble de conférences publiées après la fin de la guerre sous le titre, je crois, L'histoire mesure du temps. Voilà. Tout à fait juste. Alors, il y a un petit décalage chronologique entre, disons, la lettre que j'ai citée, où Braudel parle à Fèvre, il dit qu'il a envoyé le manuscrit et que l'histoire qu'il a conçue, c'est une histoire à 13 étages, et la rédaction de ces conférences, qui est datée 1944, c'est-à-dire qu'il avait commencé à donner ses conférences à Mainz, et ensuite il les a reprises à Lübeck, et la rédaction est datée 1944. Alors, le nom de Roupnel revient plusieurs fois. Et je dois dire, une fois, dans un passage qui concerne les néolithiques, ce qui m'a frappé, parce que vous avez entendu ce que Roupnel disait sur les néolithiques. Et Braudel, justement, j'ai les livres là, alors on peut regarder la citation, il dit Roupnel nous fait voir comment les néolithiques est proche à nos préoccupations, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est la présence, il le fait, disons, plus proche de nous que d'habitude. Alors, la présence de Roupnel dans ces conférences est remarquable. Et je dois dire, Braudel n'a jamais renié ce lien, même si, évidemment, dans les comptes rendus qu'il a publiés, il y avait des éléments critiques, etc. Et pourtant, je pense que si on veut analyser
la figure de Braudel dans une perspective qui n'est pas une perspective téléologique, c'est-à-dire où tout converge vers, disons, la grande thèse, etc. Si on veut analyser la préhistoire de la Méditerranée, là, il y a ce texte, mais il y a aussi, disons, cette relation qui me rend perplexe à l'égard de Roupnel. Je pensais plutôt à ces passages dans ces conférences lorsque, très frappé par le premier séjour au Brésil, tu as trouvé, il utilise un autre registre de métaphore qui est la métaphore des lucioles et de la forêt, c'est-à-dire, dit-il, dans la nuit brésilienne, les lucioles illuminent, éclairent, mais un espace extrêmement restreint, et la forêt sombre, obscure, n'est pas du tout éclairée et on ne peut pas être appréhendé à partir de cette lumière. Alors comme tu t'intéressais à la notion de durée, évidemment là, elle était géographiquement mise en scène entre l'éphémère de cette illumination par des lucioles qui disparaissent et d'autre part la longue, pérenne existence de la forêt sombre. Et c'est une métaphore qu'il reprend plusieurs fois. Cette image, il la reprend ensuite dans une conférence au Collège de philosophie donnée dans 1955. Donc c'est vraiment un registre qu'il veut utiliser pour présenter le contraste. Même si on pourrait dire que la métaphore surgit dans un texte qui est beaucoup plus tardif, c'est-à-dire c'est 1944, c'est, disons, la relecture dans sa mémoire de l'expérience brésilienne. Mais tu as raison, c'est-à-dire que c'est une métaphore importante. Et pourtant, disons, ces convergences entre, disons, le bâtiment, la structure, mot ambigu, de la thèse de Braudel et les remarques qu'on peut lire dans l'Histoire et destin, ça c'est quelque chose d'assez impressionnant à mon avis. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un contexte d'où la Méditerranée surgit, qui n'est pas un contexte seulement individuel. Évidemment, c'est Braudel qui a retravaillé ça. Mais là, il y a, je crois, des choses à faire. Deux autres remarques rapides, et puis ensuite on parle de la tradition. La deuxième remarque, c'était sur l'utilisation de micro-histoire par Braudel lui-même. Oui. Puisque le mot apparaît une fois lorsqu'il dit il y a une microsociologie, mais il y a aussi une micro-histoire. Donc c'est une qualification extrêmement dévalorisée, puisqu'il s'agit du superficiel, de l'anecdotique, de l'écume, des lucioles. Et en même temps, c'est peut-être l'allusion que tu as faite, on peut être frappé par un moment où, je crois que c'est la même conférence, il évoque une enquête menée à la 6e section d'école pratique des hautes études sur Chioggia, non pas le Baruffe Chiozzotte, mais Chioggia, parce que, dit-il, il y a là des archives fondamentales qui nous permettent non pas de nous intéresser à Chioggia, qui manifeste la plus grande désintérêt pour la spécificité monographique de l'enquête, mais par l'idée que par ce cas-là, il sera possible de proposer de possibles généralisations, premier élément, et deuxième élément, grâce aux archives, de croiser des séries fiscales, épidémiques, démographiques. Et donc il y a comme une sorte de pratique de certains des piliers de la micro-histoire dans le contexte d'une dépréciation du terme. C'est-à-dire que c'est exactement ce texte auquel je pensais, tu as tout à fait raison. Je pense que j'hésiterai avant de, disons, placer ce texte dans une préhistoire de la micro-histoire qui n'a pas d'intérêt. Mais de toute façon, pourquoi ? Parce que je pense que là, il y a une bifurcation qui concerne pas la micro-histoire, mais l'étude des cas, où on pense que l'étude des cas est quelque chose qui, en principe, doit confirmer, disons, la perspective générale. Et alors, la richesse des archives de Chioggia, évidemment, c'est quelque chose qui nous apporte quelque chose, mais pas au niveau de la thèse elle-même, mais, disons, la possibilité de documenter la thèse, l'appuyer sur des documents qui sont très riches. Où l'attitude à l'égard du cas est tout à fait différente, c'est-à-dire que le cas nous ouvre des perspectives qui ne sont pas contenues dans la thèse au niveau général. Alors il s'instaure un dialogue qui est, à mon avis, au cœur du procès de la micro-histoire. Alors,
je pense que chez Braudel, et je ne pense pas, disons, à l'usage péjoratif du terme micro-histoire, ça n'a pas d'importance. Mais, disons, son attitude n'était pas celle de, disons, analyser un cas pour formuler un problème général. Tandis que, dans ce bâtiment, je dois mentionner, évidemment, ce texte célèbre de Marcel Mauss, c'est-à-dire la fin de son grand essai sur les variations saisonnières dans les sociétés esquimaux, où il dit, c'est justement, je crois, le dernier passage, un cas exploré et analysé en profondeur nous permet de fonder une généralisation. Texte magnifique, pas seulement la conclusion, mais le texte lui-même. Alors je pense que, disons, là nous sommes dans un autre paysage intellectuel, à mon avis. Mais comme tu as montré que toute généalogie est commandée par le désir de la construction d'une histoire, on peut ouvrir le débat. Dernière remarque, c'est sur l'essai de 1958, puisqu'il y a bien entendu le titre et la matière essentielle qui est consacrée à la longue durée, mais il y a aussi deux autres propositions pour l'unification, ou au moins la fédération des sciences sociales, qui est l'objet de l'article. Une qui est, comme on pouvait l'attendre, une sorte de volonté d'inscription dans l'espace, mais surtout, il y a plus particulier, peut-être plus lié à une chronologie courte, et je ne sais pas comment tu le penses, la proposition de la mathématique sociale. C'est-à-dire, toute une partie de l'essai est consacrée à ce qu'il essayait d'instaurer à l'époque dans la 6e section de l'École pratique des hautes études, et qui est consacrée à une modélisation qui est renvoyée aux premières tentatives de la mathématique sociale, qui n'est pas nécessairement pensée en termes, comme dans cet effrayant livre par Armitage et son co-auteur à la fin, en termes de big data, mais qui est pensée plus en termes de modélisation. Et alors, comment s'articulait dans le texte, et à partir de ta perspective, ces trois éléments, bien entendu, temps, espace, et puis ce moment où on pense qu'une scientificité peut être donnée à l'histoire si elle suit les modélisations que proposent non pas nécessairement les autres sciences sociales, mais cette nouvelle forme de savoir qui est la mathématique sociale. Oui. Alors, pour utiliser une métaphore militaire un peu fruste, je pense que dans cet essai, il faut distinguer la tactique et la stratégie. Alors, il y a évidemment des soucis tactiques, et je pense que le passage sur les mathématiques sociales, c'est plutôt du côté tactique, c'était mon impression. Tandis que les soucis concernant les temps longs, la longue durée, etc., alors ça, c'est stratégique chez Braudel. Et je pense que, disons, ce dialogue qui n'est paraît-il, n'a pas marché avec Lévi-Strauss, c'est peut-être, disons, l'impulsion, ce qu'il y a, disons, en tant qu'impulsion immédiate derrière cet essai, mais c'est un dialogue pas de sourd. Je pense que vraiment les rapports entre Lévi-Strauss et l'histoire, c'est un sujet fascinant. Et je dois dire que pendant des années, j'ai réfléchi sur, disons, ce que Lévi-Strauss disait sur l'histoire en s'émouvant, c'est-à-dire que c'est une trajectoire compliquée. Et il y a dialogue, à mon avis, même lorsqu'il y avait refus. Et ça, c'est vraiment passionnant. Mais j'ai l'impression que ce dialogue entre Braudel et Lévi-Strauss n'a rien produit des deux côtés, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aurait questions ou remarques pour Carlo Ginzburg ?